what are you doing? So my name is Zia Soares. I am the artistic director of Teatro Rio, and also I'm an actress. Okay. And what are you doing in Marseille? I'm here to present the play Confession véridique d'un terroriste albinos that premiered in Lisbon in 2014, and I'm here for the Biennale. Bonjour, je m'appelle Margarida Calafate Ribeiro, je suis portugaise et chercheuse à l'Université de Coimbra au Centre d'études sociales. Je fais de la recherche en ce qui concerne surtout la question coloniale. Au commencement, c'était vraiment une étude de la question coloniale au Portugal aujourd'hui, surtout les questions de deuxième, troisième génération. Mais avec une bourse du Conseil européen de recherche qu'on a obtenue, on a décidé de faire un projet comparé entre cette question coloniale, pas exactement le fait colonial en tant qu'histoire, mais en tant que fait d'aujourd'hui. Donc on fait un travail comparatif entre le Portugal, la France et la Belgique. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau de deuxième et troisième génération. Et on travaille soit avec des citoyens soi-disant communs, des personnes de jour le jour qui ont cet héritage, et aussi voir comment cet héritage devient un acte public, surtout dans les arts visuels, dans les arts performatifs, le cinéma et la littérature. C'est ce qu'on fait à ce moment-là au Centre d'études sociales à l'Université de Coimbra. Et je fais partie de cette équipe. En fait, je suis la chercheuse principale. Fernanda Villar, je suis chercheuse de l'équipe Mémoire et aussi assistante de programmation pour la Biennale de Marseille. Nous avons invité le Théâtre Rio et le Hugo Vieira da Silva qui a présenté des films en avant-poste de progrès. Et nous sommes ici pour discuter l'héritage colonial en France, au Portugal et en Belgique. I really don't know how to respond to that question because theater happened in my life very, very smooth and very organic. I didn't one day thought, okay, I'll be an actress, I'll make theater, and I really don't know how to respond that because in my family, no one was making theater, no one is an artist. I think one day when I was very little, someone told me, everybody was telling me, oh, you have such a great voice, you speak so well, you spell all so well. And it just grows with me, and in some point in my life, I went to do an audition for the company of contemporary dance from Guinea-Bissau to attend an workshop in Lisbon. And then I started to be very enthusiastic about all the artistic things involved the stage, but I was not the greatest dancer and I was not the greatest player, musician. And then someone saw me, a director, a Brazilian director, saw me playing the djembe, that it's an instrument mostly played by men, and he was, oh, it's very curious. I need someone to play in my theater play, Safo de Lesbos. And then I went to do it, and things just went on and on. Alors, notre projet Mémoire, enfant d'empire et post-mémoire européenne, c'est quelque chose qui me touche profondément parce que les arts et les humanités nous disent qui nous sommes en tant que personne, mais aussi en tant que communauté. Communauté nationale, communauté européenne, transnationale, etc. Et le Portugal a vécu une dictature très longue, de 48 ans, et s'est engagé dans une guerre coloniale en Angola, au Mozambique.
Mozambique et à Guinée-Bissau dès 1961 jusqu'à 1974, qui c'était la fin de la dictature, la fin d'un régime terrible au niveau de la liberté individuelle et collective, et d'autre part aussi l'enfant de l'Empire portugais, la fin aussi de la guerre coloniale de 13 années en Afrique. Donc c'est un très lourd héritage et on se demande qu'est-ce que c'est ça dans notre contemporanéité. Comment est-ce qu'on fait ça à propos d'être fils de la Révolution, fils de la dictature, fils de la guerre coloniale. Donc c'est une variété d'héritages, mais tout est connecté avec un régime qui était vraiment épouvantable. Mes parents, d'une certaine façon, se sont engagés dans cette lutte pour que nous puissions devenir des citoyens libres. Et donc ça m'émotionne beaucoup, même aujourd'hui quand j'écoute les chansons de la Révolution, par exemple, que je connais dès que j'étais un enfant, ça c'est quelque chose d'important, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif. Et donc voir comment ça se passe au niveau européen. Donc le Portugal est devenu, soi-disant, un pays de la communauté européenne aux années 80. C'est quelque chose qui me demande une réponse ou plusieurs réponses. Parce que quand on voit la question au Portugal et en France, par exemple, et la comparaison est importante pour terminer avec ces questions d'exceptionnalité, on voit que même dans une démocratie comme la France était au temps de la guerre d'Algérie aux années 60, devant la question coloniale, la démocratie est suspendue. Et on voit que les mouvements des personnes, surtout des diasporas, ici en France par exemple, étaient très importantes pour dire ce qui se passait en Algérie, qu'on torturait en Algérie, qu'il y avait une guerre en Algérie. Et donc ça m'a demandé de voir comment ça se passe, pourquoi la question coloniale est une question qui unit l'Europe, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi elle est toujours dessus? Soit une mémoire publique, par exemple, des grandes guerres, pourquoi elle est toujours quelque chose qui est un peu caché, et d'autre part, elle est notre vie, vraiment. Ici en France, avec tout cet héritage des populations du Maghreb, au Portugal, avec des populations d'Angola, du Mozambique, etc. En Belgique, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Belgo-Congolais. Et alors, ces personnes sont là, elles sont européennes. Et quel est son héritage? Quel est vraiment son rôle? Qui les attendait au moment du retour? Ça me demande, en tant qu'Européenne, une réponse. Et donc, c'est ça ce qu'on fait à l'Université de Coimbra avec cette bourse du Conseil européen de recherche, d'essayer de voir quelles sont les questions qui peuvent nous définir en tant qu'Européens, en tant qu'héritiers en deuil de cette aventure. Habitude, on dit d'aventure coloniale, et comment ça s'inscrit à nos jours, aujourd'hui en Europe. J'ai choisi d'intégrer l'équipe mémoire en tant que brésilienne pour comprendre non seulement l'Europe, mais aussi le Brésil. Dans les deux contextes, même si c'est différent, il y a toujours une histoire cachée. Et donc, pour moi, c'était vraiment un compromis avec moi-même et avec mon pays, de révéler cette histoire qui passe toujours sous silence, qui n'est pas dans les médias, des rôles des Noirs au Brésil, l'importance de leur histoire, l'importance de toute la collaboration culturelle. Et en arrivant en Europe, j'ai vu que ce n'était pas un continent blanc, c'était un continent des mélanges. Donc, ce qu'on vend du Brésil, que c'est un rêve de métissage, c'est faux. Ce qu'on vend de l'Europe, que c'est un continent blanc, c'est faux. Donc, pour moi, intégrer des projets mémoire, c'est comprendre la contemporanéité et
pouvoir faire sortir et émerger des histoires qui font partie de notre vie, qui font partie de notre quotidien. Et donc, mieux comprendre pourquoi il y a tant de questions de violence, de racisme et de colonialité qui persistent aujourd'hui. Pourquoi les réponses à nos problèmes continuent à être coloniales, quand on devrait vraiment mettre en pratique la démocratie et les droits de l'homme pour tous. Well, I think the company Teatro Griot, Teatro Griot was set up in 2009, and it began in the view of the fact that in Portugal, the presence of black actors in film, in theater, in television, was really silent and stereotyped. I think that is also the consequence of the images that are constructed by a self-proclaimed hegemonic context. And Teatro Griot questions that self-proclaimed hegemonic context. For example, staging a play like Que Ainda Alguém Nos Invente, I don't know how to translate that in English yet, not because I don't know how to translate, but because the play has to have a name in English that fits well the play. That play is about the history of Queen Gingambandi, a queen from Angola that is one of the greatest figures of the African history. And staging that as an act of resistance to in some way, erasure of the history of the other is a reflection also of that hegemonic context. And on the other hand, I think Teatro Griot creates images that can question the established ideas of dramaturgies, actors, and theater. I don't know if I'm being clear about that. And also, one of the greatest gains I think that the company has achieved is that white spectators has to be in front, they have to be in front of black actors, and they are compelled to question themselves and reconfiguring themselves and reconfiguring their imaginary. It's not about black actors in front of white spectators. It's about white spectators in front of black actors. How they put themselves, how can they question themselves? Because theater is what you see first. That's why theater appears. You see and then you hear, you know. And if your image, the image that you see all the time on the stage and out of the stage is a white image all the time, you just create your own worlds with these kind of images. When you are obliged to look at a black body that in this hegemonic context is a defined body that carries an history, a biography, and multiple territories, of course you have to question yourself, even if you don't want to. But if you go to a theater and you want to attend a play of Teatro Griot, you must be, or if you're not, but you have to make some space in yourself to question yourself, to reconfigure your memory and the collective memory. And I think that's the work we have been doing. Not all the time being conscious about that, but because we are artists, you know, our first concern is to solve the scene.
how can I say that? How can I walk? What are the gestures that I can have to pass this narrative, this history, this character? But ultimately, it's how do I present myself? Because I have a lot of texts. I said many words, many texts written by many people, but it's at the end of the day, it's always me. And that's what theatre is about. Is about actors. And that kind of possibility that the companies, that this company specifically opens to the public, I think it's a great way to start some kind of utopia to a new rearrange of the world. I really hope that our work can contribute very concrete for that, I think. Ces travaux participent surtout à une écriture collective, parce que nous avons une proposition audacieuse qui c'est de réécrire l'histoire de l'Europe. Donc inclure ces autres que l'Europe a longtemps voulu mettre à part. De côté? De côté, oui. Donc c'est vraiment une démarche d'aller voir qu'est-ce que c'est fait. Donc le théâtre griot, par exemple, c'est vraiment comment ouvrir un espace en nous pour voir l'altérité. Comment on comprend ça? Comment on voit que ces noirs qui sont sur scène, qui sont en train de basculer ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, des blancs dans le théâtre, c'est normal. Mais voir une compagnie toute noire en train de parler du Portugal en tant que Portugais, c'est nouveau. Et donc, laisser de l'espace à des fils ou petits-fils d'Algériens aussi, dire leur histoire, soit par la littérature, le cinéma. Aussi, ça nous bouscule parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et ça nous permet aussi, en tant qu'universitaires, de valider leur discours parce que l'instance critique universitaire, c'est une des voies de validation d'un discours. Donc, si on peut dire, oui, ils participent à l'Europe et nous les comprenons comme faisant partie de cette histoire contemporaine, nous aidons en quelque sorte aussi à réécrire l'histoire de l'Europe, réécrire même nous-mêmes en rapport à cette Europe. Donc, je suis brésilienne d'origine européenne, donc j'ai fait les schémas de retour de mes grands-parents. Et c'est aussi une façon de me voir. Comment est-ce que les Européens me voient et comment est-ce que je me sens aujourd'hui. Je me sens européenne aussi et je veux être européenne avec ces autres de l'Europe. Je veux faire partie d'une Europe qui inclut tout le monde, qui prend en charge son passé colonial et qui sache maintenant travailler avec cet héritage d'une manière inclusive et positive et pas avec des stéréotypes. Alors, la programmation de la Biennale de Marseille est une programmation, à mon avis, très riche et surtout qui donne l'espace à d'autres expressions très présentes en France il y a longtemps, mais peut-être qui ne sont pas tellement parlées ou qui font un peu partie de cette histoire un peu cachée, mais qui fait partie de la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr que quand on est européen, soi-disant central, on pense au plan Marshall, à la reconstruction de l'Europe. Mais d'habitude, on ne pense pas à qui a fait cette reconstruction vers le bas. Et donc, ces mouvements de population qui sont venus pour défendre, pendant les guerres, qui sont venus pour défendre les métropoles européennes, ils ne sont jamais inscrits dans l'histoire européenne. Et d'autre part, toute la reconstruction de l'Europe, elle ne parle jamais
de ces autres personnes. Mais si je pense à l'après-Deuxième Guerre mondiale, à partir du Sud, je pense à la décolonisation, définitivement. C'est le grand mouvement. Et d'habitude, en Europe, on pense à cette décolonisation comme quelque chose qui a rendu les indépendances aux pays, soit asiatiques, soit africaines, et pas une chose qui a bouleversé complètement l'Europe. Je crois que même aujourd'hui, en Europe, on est en train de décoloniser les pays européens de ces ex-colonies. C'est un processus. La décolonisation, ce n'est pas un processus qui finit avec l'acte politique de la reconnaissance des nations. C'est vraiment un processus en course. En tant que Portugaise et en France, en observant la programmation de la Biennale, bien sûr que je suis d'un pays périphérique et j'ai beaucoup de Portugais qui sont ici en tant qu'immigrants, comme les Franco-Algériens, pour reconstruire une certaine France. Et donc, il y a une proximité vraiment touchante, mais d'autre part, il y a une distance vraiment préoccupante. En tant que je vois une Europe qui a donné des solutions coloniales pour des situations post-coloniales que ces populations représentaient. Et donc, je crois que quand je pense en tant qu'Européenne et Portugaise, je suis vraiment dans la semi-périphérie. Je suis dans une histoire européenne, mais je suis aussi attachée à une histoire d'immigration. Une histoire d'immigration, c'est toujours une histoire entre deux places, entre deux lieux, entre deux langues, entre quelque chose. Et quand on pense à une inscription soi-disant personnelle, c'est un choix politique d'être là, mais c'est aussi un choix que les autres font envers moi, envers ma nationalité. Ma nationalité a toujours une lecture, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Asie, c'est différent, soit au Brésil, par exemple. Donc, quand vous me demandez, c'est de réécrire l'histoire, oui, bien sûr, c'est un choix politique en tant que chercheuse portugaise de faire une proposition de réécriture de cette histoire européenne, que c'est toujours une histoire de mobilité, de migration vers le sud, vers le nord, etc. Le grand défi aujourd'hui en Europe, je crois que c'est la première fois en Europe qu'on voit que le destin européen n'est plus dans les mains des Européens blancs. Et donc, ça nous bascule, ça nous interroge et ça nous demande de faire cette réécriture de l'histoire. Ça nous demande ça en termes individuels, parce que bien sûr, on a des copains qui ont d'autres mémoires de cette histoire qui est commun, mais qui a des mémoires très différentes. Mes mémoires en tant que Portugaise sont sûrement différentes des mémoires de Zia en tant que Portugaise, parce qu'on a des corps différents, mais aussi parce qu'on a un discours différent. La proposition, c'est exactement de voir l'émergence de tous ces discours européens et de faire une réécriture de l'histoire européenne qui a vraiment été passée hors des frontières européennes. L'histoire européenne, c'est une histoire beaucoup plus riche si on inclut tous les autres endroits où les Européens ont vécu avec d'autres personnes et qui sont aujourd'hui en Europe en tant qu'Européens.